Comme chaque semaine, je vous amène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, trône au cœur du 17e arrondissement le musée Jean-Jacques Henner, dédié à l'œuvre du peintre éponyme Découverte. Elle découpe du bout de ses scalpels des fresques envoûtantes. C'est Lorraine Collin, notre invitée du jour. Du grand, du XXL, de la démesure, aujourd'hui on décrypte pour vous la tendance oversize dans En Mode. D'un côté, elle grave, de l'autre, elle imprime. Hélène Glowinski met le bois sculpté au service de l'art. Et avant de rencontrer l'artiste Lorraine Collin, tout de suite mes coups de cœur de la semaine dans Point de vue. En 2015, l'œuvre d'art contemporain « Où allons-nous danser ce soir » est exposée au musée de Bolzano en Italie. Elle est constituée de restes d'une soirée bien arrosée, bouteilles vides, confettis, cartons, etc., censés représenter la gueule de bois de l'Italie qui se réveillerait après une soirée bien arrosée. Mais les agents de nettoyage du musée ne l'ont pas vue du même œil. Ils ont pris l'œuvre pour un tas d'ordures et l'ont tout simplement jetée à la poubelle. Comme quoi, l'art, c'est vraiment subjectif. Dessinée pendant la guerre de Crimée qui opposa la Russie à l'Empire ottoman et ses alliés, l'œuvre de Gustave Doré, Histoire de la Sainte Russie, est rééditée par les éditions 2024 après 160 ans de sommeil. On retrouve au fil de ce récit fleuve débridé près de 500 gravures. Sur fond de patriotisme, l'auteur dépeint une aventure aux accents farouchement parodiques et impose un véritable jalon au monde de la bande dessinée. De quoi s'attaquer à une tranche de l'histoire à travers un chef-d'œuvre méconnu. Si un Portugais avait déjà ouvert la voie de l'ascension au ballon à air chaud, ce sont les frères Montgolfier qui vont concrétiser le rêve de s'élever dans les airs. C'est en 1783, à la cour de Versailles, que l'invention sera présentée. Mais les passagers du vol sont pour le moins originaux car l'équipage est composé d'animaux. Il faudra attendre quelques mois pour y voir embarquer Jean-François Pilâtre de Rosiers, qui restera célèbre pour avoir été le premier homme à y voler. De quoi s'élever sans se brûler les ailes. Dans un ancien hôtel particulier à Paris se cache un musée consacré à l'œuvre du peintre Jean-Jacques Henner, une belle visite culturelle. Ce musée nous raconte plusieurs histoires successives. C'est un musée qui est dédié au peintre Jean-Jacques Henner, qui est un peintre qui est extrêmement célèbre de son temps, mais qui est aujourd'hui un petit peu oublié. Mais ce musée est abrité dans un écrin, dans une maison d'un autre artiste qui s'appelle Guillaume Dubuff, et qui était un peintre décorateur qui habitait entre 1878 et 1921, date à laquelle la maison a été vendue à la famille de Jean-Jacques Henner. L'histoire de cette maison d'artistes commence donc au XIXe siècle, lorsque le peintre Guillaume Dubuff s'installe dans le quartier de la Plaine-Monceau, le nouveau quartier à la mode pour tout artiste en quête de célébrité. Ce quartier de la Plaine-Monceau, c'est un quartier sorti de terre dans les années 1870, qui en quelques années, telle une traînée de poudre, va devenir vraiment le quartier à la mode. On va y trouver les Dumas, père et fils, Maupassant, Debussy, Edmond Rostand, Sarah Bernard. Et désormais, le jeune Dubuff se fait connaître pour ses décors, ceux du train bleu à Gare de Lyon, les fameux plafonds de l'Élysée, mais aussi sa propre maison qu'il décore lui-même en étonnant salon de réception. Alors il faut imaginer cette maison un peu comme la maison de Pierre Loti, avec un décor incroyable, des mélanges de styles. C'était vraiment la mode de l'éclectisme. Donc on va trouver des éléments de néo-renaissance, les carreaux de Delft dans la salle à manger, les mouches arabiées qu'on voit ici, donc qui faisaient de cette salle vraiment un décor oriental, avec des colonnes de stuc, avec des tapis, des fourrures, des bibelots. C'était vraiment une époque où on avait horreur du vide. Donc au fur et à mesure qu'on se promène dans cette maison, on peut voir quelques vestiges de cette époque-là. Une vraie maison d'artistes qui, en 1921, tapera dans l'œil de la famille Henner, qui cherche alors un endroit où sublimer l'œuvre du petit prodige de la famille, réputé à la fin du 19e pour son art du portrait. Il faut bien préciser que Jean-Jacques Henner était extrêmement célèbre de son temps.
C'était même un des peintres les plus célèbres de son temps. Sa peinture est inclassable. On y retrouve Corot, Courbet, Manet, le symbolisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences ou d'écoles, mais lui, en fait, Jean-Jacques Henner est un peintre qui va toujours suivre son petit bonhomme de chemin. Mais jamais sans oublier ses racines modestes alsaciennes dont il a peint toute sa vie la mélancolie des paysages. Alors là, on est dans le jardin secret de Henner. Ces paysages n'étaient pas destinés à être vendus. Il n'y a pas de signature et ils sont parfois peints sur des supports de fortune. Comme là, on voit en filigrane une cagette de fruits, parfois c'était des boîtes de cigares. Quand il était petit, sa maman l'accompagnait tous les soirs aux alentours du village et on sent à travers ces peintures, ces petits paysages, vraiment la nostalgie de l'enfance. Toujours le même paysage, lumière crépusculaire avec le bois un peu foncé, le lac, la petite colline. Une composition qui a bien souvent inspiré les fonds de ces nombreuses œuvres mythologiques qui peuplent désormais les murs du Grand Atelier. C'est dans cette vaste pièce que la famille Henner a disposé les œuvres préparatoires du peintre et son mobilier d'origine. Tout ce que vous voyez ici provient de l'atelier de Henner. Donc on va trouver, comme dans un atelier, une densité d'accrochages, beaucoup de petits portraits. Donc le visiteur, il arrive là, il est vraiment plongé dans un atelier, dans un lieu de création, avec tous les objets intimes de l'artiste, dont sa palette. Sa palette est vraiment une œuvre d'art en soi, elle est absolument extraordinaire et on peut voir justement ce bleu incroyable qu'on peut retrouver dans ces ciels, dans les fonds de ces tableaux. On retrouve également ce goût de l'artiste pour la couleur dans les intenses chevelures rousses de ces personnages féminins pour lesquels Henner avait une vraie prédilection. Il a, à partir des années 70, peint un nombre impressionnant de femmes rousses, dont on voit ici plusieurs exemples. Effectivement, il y a Andromède, il y a Hérodiade, il y a des figures mythologiques bibliques très fortes, mais même les portraits de commande ou les portraits de modèles ont vraiment une présence une puissance visuelle absolument extraordinaire. Une présence forte dans cette maison qui continue d'accueillir et d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. En résidence ici toute l'année, ils se confrontent et se mêlent aux illustres disparus, si l'on regarde bien. À la manière d'une chirurgienne artistique, Lorraine Collin sculpte le papier comme des milliers d'écailles dont seule la lumière connaît le secret. C'est le portrait du jour. C'est toujours une quête du mouvement, d'avoir une œuvre qui vibre en fonction de la lumière, en fonction aussi du coup du geste qui va être révélé et rehaussé par de la couleur, de l'aquarelle, par de la cire dorée, par de l'aqualac noir. Notre regard aussi va avoir une incidence sur la lecture de la pièce en fonction où on se place. Parfois c'est juste, on a l'impression d'une feuille blanche et parfois d'un coup il y a une petite touche de lumière et là on voit le papier qui vibre. Par ses entailles singulières au scalpel, l'artiste plasticienne Lorraine Collin métamorphose le papier en étonnantes textures. Entre ses mains, un jeu d'ombre et de lumière s'opère où la matière se mue en délicats tableaux d'écailles et de pétales évanescents. Parfois, on peut voir des végétaux qui vont être en mouvement avec le vent. Enfin, c'est vraiment essayer de capter des petites choses qu'on peut voir dans la nature et qui sont des moments un peu insaisissables. Inspiré de ses carnets de paysages, mais aussi des courbes topographiques de ses débuts d'architecte, c'est avec un outil peu conventionnel dans le milieu de l'art que Lorraine fait émerger ses compositions chirurgicales. J'utilise différents scalpels. Il y a des pour chirurgie lourde qui sont celles-ci, ou des chirurgies beaucoup plus délicates. Et en fonction des lames que j'utilise, je vais travailler dans l'épaisseur du papier en entaillant vraiment la première couche du papier. Il faut savoir laisser des périodes de vide dans une œuvre. Le mouvement va être encore plus mis en avant avec ces espaces qui ne sont pas grignotés. S'il lui arrive de sculpter d'autres matières comme la céramique, c'est définitivement avec le papier que Lorraine entretient une relation toute particulière. C'est vraiment une matière qui m'émeut, qui provoque chez moi vraiment une fascination. J'aime que l'entaille puisse révéler peut-être l'âme du papier,
que ça rappelle les bords dentelés du papier. J'aime quand il y a même des micro-défauts. C'est ce qui fait que le papier est, lui, différent d'une feuille à l'autre. Et des papiers qui vont être plus ou moins granuleux, plus ou moins beige, plus ou moins mat. Et du coup, mon intervention va être différente en fonction du papier. Et si le choix du support a son importance, l'éclairage final sera tout aussi révélateur. Là, on a vraiment un jeu de transparence du papier et même des nuances un peu du papier, un peu beige, un peu rouge parfois. En fonction de la source de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, on a vraiment une lecture de la pièce qui va être différente. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est une sorte de scénographie de l'œuvre qui va varier en fonction de là où elle va être exposée, de l'éclairage prévu, de la lumière naturelle, si elle va tourner, si elle va arriver par certaines fenêtres et revenir d'une autre le soir. Tout ça, ça va créer une poésie et une œuvre en mouvement. Un travail de scénographie qu'elle réalise en collaboration avec différents architectes d'intérieur comme Elisa Bailly. Vos œuvres, elles seraient cadrées ici, de chaque côté de la... De part et d'autre de cette entrée. Voilà, de cette entrée. Et l'idée, ça serait d'arriver aussi à les éclairer pour que ça devienne aussi des objets d'art, que la nuit, elles vivent aussi différemment. Ce métier de décoration, c'est un travail d'équipe. Et avec Lorraine, elle a un raffinement et elle est un peu dans mon exigence aussi esthétique. On se ressemble dans cette douceur que l'on veut apporter dans les espaces, dans cette exigence. Et elle a un travail d'une minutie incroyable. Donc ça va être magnifique. Lorraine Collin travaille donc en duo et n'hésite pas à intégrer à ses œuvres d'autres savoir-faire comme la broderie aux côtés de Virginie Renaud ou à sublimer le dessin d'autres artistes comme dans la prestigieuse suite Marie-Antoinette de l'hôtel Crillon imaginée par la décoratrice Aline Asmar-Daman. Hop, on allume, ce qui est assez extraordinaire. Parce que je trouve qu'à partir d'ici, soudain, on perçoit d'une autre manière le portrait. Ce que Lorraine apporte à la relecture de Pascal d'Angin, c'est véritablement aussi cette touche artistique, je trouve, très française, très féminine, et puis cette créativité qu'on ressent par rapport à la folie éclatée sur la sculpture autour des cheveux, autour de la robe, de la dentelle, tout ça associé aux traits de fusain et aux traits de crayon et à l'encre de Pascal, je trouve ça vraiment fantastique. J'aime beaucoup aussi cette idée en effet que ça répond au reste du décor. Je suis venue m'inspirer des matières, des textures. L'histoire était déjà grandement écrite par Aline et tout était très féminin, très délicat. C'est un univers qui, moi, me parle énormément. Un univers envoûtant et délicat où la touche artistique de Lorraine Collin a à l'évidence toute sa place. Bonjour Lorraine. Bonjour. Lorraine, depuis toujours, le tout petit vous fascine, la nature, bien sûr, tout ce qui vous entoure. Ce sont des bases pour le langage de praticienne que vous avez développé plus tard. C'est vrai que la nature est source d'inspiration pour moi et j'ai toujours eu énormément de fascination pour l'infiniment petit, pour les choses qu'on peut voir au microscope, pour tous ces tout petits détails, ces petits graphismes qu'on peut voir et qui en fait sont de près magnifiques et en même temps de loin on a une autre échelle et c'est vrai que ça fait partie un peu de mon écriture en tant qu'artiste. Vous connaissez depuis longtemps l'outil du scalpel puisque votre papa qui est chirurgien vous en a offert quelques-uns de ces outils. C'est vrai que j'ai hérité des scalpels de mon père qui est stomatologue et du pinceau de ma mère et de ses crayons. Donc j'ai vraiment travaillé avec leurs outils qui ont été finalement mes outils de prédilection et ces scalpels ne m'ont jamais fait peur en fait. Au contraire, j'ai trouvé que c'était comme un crayon, c'était quelque chose qui pouvait sculpter l'infiniment fin comme une feuille de papier. Alors justement, parlons-en de la matière, le papier. Chaque papier que vous utilisez est unique évidemment parce qu'il est fait à la main et du coup le support définit aussi en quelque sorte l'œuvre qui va naître. Exactement. Est-ce que les choses sont toujours écrites d'avance ou est-ce que c'est au fur et à mesure que ça se développe? C'est un peu des deux, je dirais, parce que parfois, vous voyez, il y a un papier, je vais le voir, je vais dire oh, c'est un coup de cœur. Et celui-ci, je sais exactement ce que j'aimerais en faire. Ça peut être une association de couleurs, ça peut être une association de textures, de cire ou de mouvements. Parce que le papier va avoir une forme peut-être ronde, une forme carrée. Forcément, il y a
quelque chose qui va se passer. Mais après, il y a beaucoup d'intuition et je laisse vraiment libre cours à cette intuition. Je trouve que c'est ce qui donne une certaine personnalité à l'œuvre. Vous laissez beaucoup de place aux regardeurs, aux spectateurs, pour s'épanouir, pour y mettre ses propres pensées, ses propres mondes, en quelque sorte, puisque vous ne signez pas vos œuvres, vous les signez au dos, et on peut les tourner dans tous les sens. Au début, je m'étais dit je vais les numéroter, mais ça n'avait pas forcément de sens. Tout comme la signature de la pièce, si c'est en bas à droite, ah oui, mais si on retourne la pièce, ça va être à l'envers. Et je voulais ne pas vraiment donner de sens finalement à ces pièces, puisqu'elles vont raconter quelque chose de différent en fonction de l'orientation. Et je pense que c'est important que chacun ait se dire je vois quelque chose, mais c'est pas du tout la même chose qu'une autre personne, et ça permet de solliciter l'émotion qui est très personnelle. C'est un peu une carte blanche à chaque personne qui regarde l'œuvre. Ce qui est étonnant ou pas, c'est que beaucoup de vos clients sont des architectes d'intérieur. Donc en quelque sorte, la boucle est bouclée. C'est vrai. Vous avez quitté le métier sans réellement le quitter. Exactement. Et d'ailleurs, le fait d'être architecte d'intérieur de formation m'aide au quotidien pour mes projets. Déjà parce que j'ai souvent sous les yeux un plan d'architecte, une élévation. On doit travailler avec une échelle pour que ce soit cohérent avec l'agencement, des points de lumière où il faut placer des sorties électriques parce qu'on veut un éclairage spécifique. Donc en fait, cette formation m'a été très utile et elle l'est au quotidien. En effet, ce sont finalement les personnes avec qui j'ai travaillé sont aussi maintenant des personnes qui me commandent des pièces. Depuis vos débuts, Lorraine, comment évolue votre pratique ? J'ai l'impression que moi je suis de plus en plus dans l'infiniment petit, j'ai l'impression de travailler de plus en plus mes pièces, l'envie de toujours faire encore plus précis, encore plus délicat, encore plus travaillé. Vous êtes perfectionniste ? Oui, oui, ça se voit. Merci beaucoup Lorraine. Je vous en prie, merci à vous. Fini les tops moulants et les robes fourreaux. Aujourd'hui, on se concentre sur la mode de l'oversize. Qui a dit que la taille ne comptait pas ? À l'époque du toujours plus, la mode se porte en XXL, comme ici chez Prada. On appelle ce style l'oversized, qu'on peut traduire par surtaillé, et son histoire est aussi chic que politique. Elle démarre dans les années 20, quand les femmes d'Amérique du Nord gagnent le droit au vote et au travail. Les coupes cintrées s'assouplissent pour permettre plus d'aisance, un style démocratisé en France par une jeune Coco Chanel. Sa mode continue d'inspirer Virginie Viard, aujourd'hui à la tête de la maison, qui travaille des lignes fluides qui facilitent le mouvement, ou des robes longues et amples inspirées des années 20. Dans les années 90, l'émergence du streetwear remet le large sur le devant de la scène. Jeans et survêtements se portent surtaillés, une mode lancée par le hip-hop dont Tommy Hilfiger est l'un des pionniers. Il la pratique toujours en 2020 en mélangeant costume et style décontracté avec pour mot d'ordre souplesse et aisance. Mais la mode aujourd'hui se veut encore plus extrême et l'oversize est aussi la marque de fabrique des créateurs qui repoussent les limites. On pense à Raf Simons qui travaille des pièces basiques en version extra large et fait glisser le style classique sur le terrain de l'avant-garde. Ou bien à Marc Jacobs qui pour l'hiver 2021 joue sur des tenues de ski futuristes. Ces doudounes XXL transforment les contours du corps comme des sculptures vestimentaires en mouvement. Chez Balenciaga, on se noie dans les anoraks ou dans les manteaux de fourrure. Demna Vasalia travaille des pièces de tous les jours en échelle suraugmentée. Une garde-robe dramatique qui transforme des vêtements familiers en pièces théâtrales postmodernes. C'est aussi le propos du créateur Jonathan Anderson. Cet amateur d'art contemporain travaille des volumes qui déforment et tiennent parfois plus du design conceptuel que de la mode.
Mais à notre époque, l'oversize, c'est aussi un moyen de baisser les barrières du genre et de sortir la mode féminine de ses stéréotypes. C'est ce que fait Christophe Lemaire en travaillant des volumes amples sur une garde-robe souvent mixte. Il propose aux femmes une mode avant tout confortable et impeccablement coupée, où tout est dans l'allure plutôt que dans les formes. Preuve qu'un siècle après les suffragettes, le vêtement oversize est resté politique. Heureusement, la mode, elle, a définitivement pris le pli. C'est grâce à la gravure sur bois que Hélène donne vie à ses impressions. Elle fait parler ce matériau pour traduire ses envies artistiques. Je fais des images plutôt abstraites, où j'aime bien chercher des équilibres, des rapports de force, des choses qui vont paraître un petit peu bancales ou au contraire très stables. Des éléments plutôt abstraits qui vont exprimer un peu un sentiment souvent. Les sentiments d'Hélène Glowinski s'impriment chaque jour sur des planches de bois, des matrices qu'elle grave pour faire des estampes. Au début, elle créait des objets plutôt ludiques avec cette technique et aujourd'hui, elle réalise des tableaux, souvent d'inspiration naturelle, géologique, des fragments d'éléments qui expriment sa sensibilité. L'estampe, c'est l'impression d'une matrice sur un support. Ce qu'on grave, c'est ce qui va apparaître en blanc. On grave le vide, en fait, par rapport à de la peinture ou du dessin, où ce qu'on dessine, c'est le plein, c'est là où c'est coloré. La gravure, c'est l'inverse. Le geste qu'on a avec la main, c'est ce qui va ensuite apparaître en creux, en blanc. Diplômée en architecture, Hélène a vite ressenti le manque d'art et de travail manuel dans son métier. Elle s'est alors formée à la gravure en cours du soir à Paris. C'est le bois qui l'a conquise pour sa chaleur, son identité et la douceur du geste qui l'égratigne. En général, je commence par faire le contour avec la gouge qui est un peu comme un couteau, comme un cutter. C'est elle qui va me permettre de faire le contour, disons, le plus fluide en fait. Ensuite, je désépaissis le contour un peu et ensuite je vais faire les parties qui sont vraiment du vide. Disons que je vais du plus précis au moins précis. Hélène travaille le bois de récupération qu'elle sélectionne pour son caractère à l'état brut. Car dans la gravure sur bois, les différentes gouges et la main de l'artiste ne sont pas les seules à agir sur l'estampe finale. Je choisis ma plaque en fonction justement de son fil, parce que c'est quelque chose avec lequel je vais jouer après à l'impression. Il y a à la fois le dessin du bois dans la planche, et le dessin que j'ai gravé, et il y a aussi un peu le dessin du papier. Dans ces séries d'estampes, Hélène joue sur les formats, l'épaisseur des traits et des formes, mais aussi sur la couleur. Pour cela, elle utilise de l'encre d'imprimerie, la même que dans les magazines. Pour obtenir la couleur idéale, elle mélange parfois jusqu'à 5 teintes différentes. J'ai envie d'avoir un noir bleuté, assez sombre. Je vais partir d'une couleur que j'ai en peau. Ça se travaille comme de la peinture, c'est-à-dire qu'on part de plusieurs couleurs pour arriver à la tonalité qu'on souhaite. J'ai ensuite plein d'échantillons que je garde, que je conserve. Quand elle tient la couleur parfaite, Hélène l'étale sur un rouleau en caoutchouc, idéal pour que l'encre ne pénètre pas dans les sillons gravés. Et c'est là que la magie opère. L'ancrage, c'est le moment où le motif se révèle. Tout ce qu'on a gravé, où on voyait ce qui était resté bois sur bois, là tout d'un coup, il y a le plein et le vide qui apparaissent. Il est temps de tester la gravure et la couleur sur le papier en fibre de coton. Elle dépose la matrice sur la presse, puis applique délicatement la feuille. Et d'un coup sec, le motif se révèle. Là, j'ai mon impression qui est en miroir par rapport à la matrice que j'ai gravée. La gravure, c'est un procédé où ce qu'on dessine est à l'envers, en miroir de ce qui va être imprimé, comme un tampon. Et Hélène multiplie les techniques. Sur cette matrice, plus géométrique mais toujours gravée à la main, elle va tour à tour apposer différentes couleurs de sa collection pour décupler le motif.
Et pour l'impression, elle utilise un pressoir manuel et du papier de riz très absorbant. Alors l'avantage d'imprimer à la main par rapport à la presse, c'est que je peux vérifier si mon ancrage me convient. Et quand ça ne convient pas, je peux aller faire des pressions supplémentaires aux endroits qui sont un peu faibles. Ça permet en fait de maîtriser beaucoup plus l'impression. Avec ses différentes matrices, Hélène Glowinski déploie tout un univers dans lequel formes, motifs et couleurs se répondent en série. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!